Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce ILA Coffee Chat consacré aux ASBL, comment adapter ses statuts et sa gouvernance avec un guide pratique. Donc, comme vous le comprenez dans le titre, c'est avec une session très pratique organisée par le comité de travail NPO de l'ILA, l'Institut de gouvernance du Luxembourg, en collaboration avec la FEDAS, la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg. Je suis Manon, la côtière du groupe de travail de Lila dédié aux ASBL et fondations, aux côtés de Charles Muller. On a eu un premier coffee chat le 28 février dernier sur les obligations RCS et RBE des ASBL et fondations, qui a été un franc succès. Vous étiez aussi très nombreux à nous rejoindre. Et du coup, on poursuit ce travail pour vous accompagner dans l'adaptation des statuts et la modernisation de la gouvernance des ASBL. On sait qu'il y a beaucoup de questions. Vous êtes d'ailleurs là, plus de 60 personnes connectées, on avait plus de 100 personnes inscrites et les gens continuent d'arriver. Donc voilà, c'est un vrai témoignage, encore une fois, il y a beaucoup de questions autour de ce sujet. Donc l'objectif de la session de ce matin, elle est très claire, c'est comment adapter ces statuts aux nouvelles exigences légales, donc ça va être très pratique, et quelles sont les bonnes pratiques pour moderniser sa gouvernance au sein de son ASBL. On va commencer cette session avec Charles Muller pour un rappel sur la loi du 7 août 2023. Et puis nous passerons à une présentation de Maître Bernard Felten, avocat au barreau de Luxembourg et de Genève, sur l'adaptation des statuts à cette nouvelle loi. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez dans l'espace, la petite boîte Q&A, la petite boîte de questions que vous avez dans le menu. Andrea Hélin de la FEDAS va monitorer toutes les questions et en sélectionner le plus possible pour qu'on puisse vous répondre. On puisse vous répondre. Les slides également seront mis à disposition par après, donc pas d'inquiétude. J'ajoute également un point, c'est qu'avec Lila et la FEDAS, on est en train de travailler à l'élaboration d'une formation, une petite formation aussi très pratique à destination des ASBL et fondations. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, mais on espère d'ici la fin de l'année, même après l'été, pouvoir mettre cette formation à votre disposition. Et enfin, un grand merci à nos experts, donc Andrea Hélin de la FEDAS et Maître Bernard Felten, et à toute l'équipe de Lila, Héloïse, Barbara, pour l'organisation et le contenu de ce Coffee Chat. Je laisse maintenant la parole à Charles Muller et je vous souhaite une bonne session à tous. Merci. Merci Manon, bonjour à toutes et à tous. Oui, Manon l'a déjà dit, on a déjà eu un coffee chat qui était spécialement dédié à l'enregistrement auprès du registre de commerce, mais on a découvert dans ce coffee chat qu'il y avait encore énormément de questions plus générales sur comment adapter ces statuts à la nouvelle loi. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions la fois dernière, mais on les a gardées et on les a aussi transmises à Maître Felten. Et on va essayer aussi, dans notre présentation, de répondre à ces questions qui avaient été posées la dernière fois. Alors, Manon vous a parlé d'une formation sur laquelle on est en train de travailler, mais on est aussi en train de travailler sur une conférence qu'on fera après l'été et où justement on veut, sur base aussi de vos retours, poser un certain nombre de questions et aussi celles, en regardant vers l'avant, sur les difficultés pratiques d'aujourd'hui et des potentielles améliorations de la loi pour le futur. Donc, si vous avez des idées, vous dites, mais ça, c'est quand même vraiment pas pratique ou c'est inopérable par rapport à la loi actuelle, dites-le nous et on va essayer donc de faire une conférence sur le sujet. Les slides que vous allez voir ont été préparés par Maître Felten en collaboration avec Roland Jäger. Et avant de commencer et de laisser la parole à Maître Felten, peut-être encore juste, parce qu'on a aussi beaucoup de questions, mais où est-ce que je peux avoir encore plus d'informations? L'agence du bénévolat a un site qui s'appelle bénévolat.lu et dans le cadre de ce site, il y a toutes
une ribambelle d'informations, guides pratiques. Il y a la loi, les statuts, etc. Mais il y a aussi la référence à une hotline que l'agence du bénévolat a mis en place. C'est toujours les mercredis de 14 à 17 heures au numéro 26 12 10 80. Vous trouverez tous les détails sur le site de bénévolat.lu et cette hotline aussi est co-animée par Maître Felton et Roland Jäger. Voilà. Ça, en guise d'introduction, ma première question pour Bernard Felten, c'est, on est maintenant en avril, la loi doit être transposée dans les statuts pour le 23 septembre 2025. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une ASBL et que je loupe ce délai ou que j'ai décidé de ne rien faire parce que je trouve ça un peu embêtant? Alors, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'essaierai, dans les réponses que je donnerai, d'être aussi très pratique et de vous partager mon expérience du terrain, parce que le diable est toujours dans le détail et pas nécessairement dans le prescrit légal. Donc, merci pour la question. Donc, qu'est-ce qui se passe si d'aventure nous n'avons pas, au niveau de la SBL ou de la Fondation, pris les mesures nécessaires pour se retrouver être en conformité le 23 septembre 2025 avec une mise à jour par rapport à cette loi? Ben, tout simplement, la loi s'applique à vous. Et ce serait de manière très péjorative que la situation se poserait parce qu'en fait, c'est d'abord un signe de mauvaise gouvernance pour les administrateurs que de ne pas avoir pris le taureau par les cornes et d'avoir mis en place les travaux nécessaires à une adaptation. Et de manière générale, ça va créer un flou pour vos membres parce qu'en fait, ils auront des statuts dont ils ne sauront pas, si tant est qu'ils ne soient pas juristes, quelles sont les dispositions qui trouveront toujours à s'appliquer et celles qui ne s'appliqueront pas puisque la nouvelle loi, dans la mesure où les statuts sont contraires à cette nouvelle loi, ben, ces dispositions statutaires ne seront pas susceptibles de s'appliquer. Donc, ça va créer un merveilleux flou qui n'est évidemment pas de nature à être optimal, ni pour la responsabilité de l'administrateur, ni pour les membres. Donc, on ne peut que vous inviter à vous lancer. Et d'expérience faite, petit partage là aussi, en fonction de la taille de vos associations, de vos fondations, on remarque quand même que la gestation d'un projet modifié de statut est une entreprise qui prend du temps. Car chacun vient avec ses idées, il faut pouvoir en débattre. Ensuite, il y a un processus de modification des statuts. Le cas échéant, il rentrera dans le détail peut-être maintenant déjà, à savoir que si vos dispositions statutaires sont conformes à la loi en tant que telle, mais que seule la référence à l'ancienne loi est à changer, là on est dans une procédure simplifiée puisque votre conseil d'administration a autorité sans consultation de l'Assemblée générale pour procéder à la mise à jour du texte dans ses références légales, alors que si par contre vous entamez une modification substantielle ou non d'ailleurs des articles de vos statuts, là, il faut recourir aux procédures de modification statutaire qui emportent l'obligation de convoquer une assemblée générale, d'avoir une majorité qualifiée. Et donc, ce processus prend du temps. Et on remarque que, à raison, la plupart des ASBL et des fondations ne se sont pas précipités sur sur les modifications à apporter parce que en fait, elles pensaient, et ce n'était pas tout à fait à tort, que le texte pourrait encore évoluer. Le texte, on en parlera peut-être plus tard, est susceptible d'évoluer. Il y a effectivement des aspects pratiques qui peuvent emporter un certain nombre de petites critiques. Et donc, de manière assez prudente, la plupart des acteurs ont attendu et on voit très fortement, depuis le début de cette année, un regain d'intérêt et la mise en chantier de ces travaux. Donc, on ne peut que vous inviter, d'autant que le 23 septembre 2025 arrive à l'issue de 2 mois de vacances, de prendre la précaution, en tout cas, d'essayer de closer tout cela pour la fin du mois de juin, parce qu'après, ça sera plus difficile à la fois de convoquer et dans l'empressement et dans la rapidité, on ne fait jamais rien de bien non plus. Donc voilà, il est vraiment temps et je crois que le Coffee Chat d'aujourd'hui est, le cas échéant, salutaire déjà de ce point de vue-là. Il faut prendre en considération le fait que le calendrier va maintenant tourner très très vite pour ceux qui veulent se mettre en ordre et qui ne le sont pas déjà. Et donc, du moment qu'on fait une vraie modification des statuts, pas juste un toilettage, à ce moment-là, il y a des délais à
à respecter. Est-ce qu'on a intérêt à juste changer les articles qui doivent être changés et de profiter de l'occasion pour tout refaire? Alors, ça dépend évidemment de l'ambition de l'association, mais je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est que c'est un excellent point de rendez-vous pour remettre sur la table des questions de gouvernance indépendamment de simplement de conformité. Je crois que sous l'empire de l'ancienne loi qui date de 1928, on avait des statuts et historiquement, les statuts sont relativement peu longs, sont peu précis. Et on créait, en tout cas, ça c'est ce qu'on avait vu dans notre pratique professionnelle, pas mal de questions et pas mal d'incertitudes. Donc je pense que c'est l'occasion ou jamais de tirer les conclusions de la vie pratique et de la mise en expérience pratique de ces statuts, de voir celles des dispositions qui, sans être contraires à la nouvelle loi, sont malgré tout source de complications ou source d'interprétation au sein de l'association ou de la fondation, et donc d'en profiter pour faire un toilettage de texte. Dans cette mesure-là, il est peut-être aussi important, parce que c'est ce qu'on voit, non pas de travailler par le biais de modification des statuts, mais carrément par la remise en place de nouveaux statuts d'un trait, du premier article jusqu'au dernier, de manière à avoir une cohérence et une lisibilité en déposant des nouveaux statuts qui seront alors en vigueur et qui composeront et qui seront la base de la vie associative future. Donc, très Et, clairement, c'est un point de rendez-vous qu'il ne faut pas rater pour améliorer la gouvernance, d'autant que vous avez vu que l'actualité récente met la gouvernance dans le secteur associatif, je dirais, au même niveau d'importance que dans le secteur des sociétés commerciales. et à la limite, c'est plus facile de déposer de nouveaux statuts que de Absolument, aussi. déposer Oui. des modifications avec ensuite une version coordonnée. Je suis tout à fait de votre avis. C'est un aspect pratique à ne pas négliger pour celui ou celle qui sera chargé de mettre les dispositions nouvelles en ligne via le site du LBR. Effectivement, ça sera bien plus facile que de devoir composer avec une modification article par article. Bien, alors nous, on va se concentrer sur trois points et c'est sur le slide suivant. Donc, Oui, d'un côté, les points qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts. Ils n'ont pas tellement changé par rapport à l'autre, la loi non, ancienne, absolument. mais c'est peut-être un bon moment de vérifier qu'on a bien tout. Ensuite, les Et- obligations légales avec lesquelles les statuts doivent être en conformité oui. et des clauses optionnelles permettant d'améliorer la gouvernance. Alors, on va peut-être tout de suite passer au premier point, donc les points qui doivent obligatoirement figurer dans le statut. Oui, comme vous le disiez très justement, Charles, je pense que là, normalement, il y a très peu de surprises à attendre lors de la révision de votre statut. Néanmoins, je me permets d'attirer en pratique l'attention sur le deuxième point mentionné sur le slide, c'est-à-dire la description précise du but. Ça, en général, on les trouve assez facilement bien rédigés, mais aussi, et ça c'est souvent négligé dans la pratique, les activités que l'association ou la fondation peuvent mettre en œuvre pour réaliser ce but. Et on a eu, et je ne vais pas faire le débat juridique de l'article qui a défini en fait le but d'une association sans but lucratif, parce qu'il y a eu toute une controverse pour voir si oui ou non on devait le modifier. Finalement, il a été décidé de ne pas le modifier. Mais en général, quand on relit les statuts, on voit que les activités ne sont pas précisées. Alors, il y a une phrase bateau, si on n'a pas envie de s'enfermer dans une liste ou une énumération d'activités, il y a une phrase bateau qui peut toujours être effectivement adoptée, qui consiste à dire que l'association ou la fondation sera en mesure de mettre en œuvre toutes les activités nécessaires à concourir à la réalisation du but qu'elle entend poursuivre. Mais en tout cas, il ne faut pas rater cela parce que ça fait partie de la définition légale et c'est un petit peu le point que je voulais mettre en œuvre. L'autre point peut-être qu'on peut mettre en lumière, c'est que dans la nouvelle loi, vous pouvez commencer une association avec minimum 2 membres. Avant, il fallait un nombre de membres plus important. Et donc là, le cas échéant, si vous avez ce minimum de membres inscrits dans vos statuts, c'est un point peut-être d'attention particulier, mais vous pouvez aussi garder le fait d'avoir 3, 4 ou plus de membres si cela vous convient mieux. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de nouveautés particulières. La destination du patrimoine en cas de dissolution est toujours un point important et la durée de l'association.
on voit de moins en moins d'associations à durée déterminée. Mais cela étant, c'est peut-être aussi, si on a des statuts anciens, un point à vérifier, parce qu'on se rend compte que dans le passé, on avait tendance parfois, ou plus facilement qu'aujourd'hui, à donner un terme à la vie de son association, de sa fondation. Et donc, c'est un point d'attention peut-être plus particulier. Dernier Les administrateurs, maximum 6 ans, ça c'est nouveau? Alors, maximum 6 ans, ça a toujours été dans l'esprit de la loi, mais là maintenant c'est très clair. Ce n'est pas une nouveauté particulière, mais en fait, on voit, et vous savez que notre droit des ASBL et des fondations est d'inspiration belge et que la réforme s'est beaucoup inspirée aussi du droit des sociétés luxembourgeois, mais qui vient aussi de Belgique. Et on a peut-être raté un point de rendez-vous, si c'est une critique à formuler, j'en ai pas beaucoup, mais on a peut-être raté un point de rendez-vous, c'est d'aligner plus encore le droit des ASBL avec le droit des sociétés. Vous savez qu'en Belgique, entre le moment où on a commencé en fait la réforme du texte ici à Luxembourg en 2009, on s'est inspiré du dernier état du droit positif belge. On a adopté cette réforme en 2023 sans tenir compte qu'en fait en Belgique, entre-temps, une nouvelle réforme est intervenue, donc on a un petit train de retard par rapport à notre source d'inspiration. Et là, quelle a été la manœuvre du législateur belge? C'est de codifier dans un même et unique code le droit des ASBL et des fondations et le droit des sociétés. Et on voit très bien qu'il y a une porosité de plus en plus grande entre le droit des sociétés commerciales et le droit des ASBL. Et dès lors, le mandat maximum de 6 ans tient son origine dans cette limitation aussi qui est imposée par la loi des sociétés commerciales. C'est là qu'il faut rechercher la Bien logique. sûr, 6 ans renouvelables, sauf si les statuts disent le contraire. Absolument. Donc là, c'est un maximum légal, mais vous pouvez fixer un terme plus bref. Et je m'empresse de vous donner aussi une éventuelle suggestion pratique, parce que dans certaines ASBL, on voit que c'est très long, 6 ans. Parfois, révoquer quelqu'un n'est politiquement pas correct. Et donc, si on souhaite assurer une certaine forme à la fois d'engagement et de souplesse dans la désignation des administrateurs, une pratique qui pourrait être recommandée, c'est de renouveler annuellement les mandats, de sorte que si quelqu'un ne se comporte pas bien ou n'est pas très impliqué dans la gestion effective de l'association, on n'a pas à le révoquer, ce qui est toujours un petit peu sévère et difficile à vivre, mais on peut simplement, à l'occasion de l'Assemblée, nommer quelqu'un d'autre, sachant que ce sont évidemment les membres qui ont le dernier mot sur la désignation du conseil d'administration. Mais voilà un petit point pratique qui pourrait vous éviter d'être prisonnier d'un mandat trop long si politiquement il est difficile d'y mettre fin. Et ensuite, pour les membres, donc il y a les vrais membres, et puis la plupart des associations ont des membres sympathisants, des membres Adhérent, oui. juniors, Oui. etc. Donc tout ça, c'est possible, mais les seuls qui, juridiquement, sont les membres, ce sont les vrais membres, entre guillemets. Absolument. Je crois que ça, c'est peut-être une opportunité à saisir lorsque vous referez l'inventaire de vos clauses statutaires. C'est peut-être de prendre soin à d'abord bien comprendre la différence entre membre effectif et de membre adhérent. Membre effectif, c'est celui qui participe à la vie associative, qui vote et qui, dès lors, a une opinion sur les actions menées par l'association. Ce qu'on constate dans notre pratique professionnelle, c'est que pour un certain nombre d'associations, il y a une course effrénée à avoir le plus grand nombre de membres effectifs possible. Je ne m'inscris pas nécessairement dans cette logique-là pour des raisons essentiellement pratiques. J'étais confronté à des associations qui ont des milliers et des milliers de membres. Cela génère des frais administratifs de convocation qui sont absolument abyssaux. Donc je crois qu'il faut essayer, en tout cas c'est le conseil en termes de gouvernance pour un conseil d'administration qui souhaiterait alléger la charge administrative, essayer de réserver le statut de membre effectif à des gens qui sont effectivement intéressés à l'action qui est menée par l'association et la fondation et qui prennent une part active dans la gestion de leur adhésion à votre association et distinguer et peut-être faire sur mesure un statut de membre adhérent dans lequel vous pourriez néanmoins statutairement donner un certain nombre de droits ou l'accès à un certain nombre d'informations que vous n'auriez en d'autres termes pas à convoquer, qui ne sont pas nécessairement des gens sur lesquels vous comptez au quotidien, mais qui pourraient quand même s'acquitter de cotisations et donc concourir à votre financement.
et en même temps, avoir un noyau de membres effectifs plus petit qui vous facilite de beaucoup l'organisation de vos conseils, de vos assemblées générales et dès lors la réactivité nécessaire en cas de réaction, de décision importante à prendre. Donc ça, c'est vraiment un petit truc pratique parce que je pense que euh, on peut se noyer très vite. Il y a une association, enfin, la plus importante, je pense, à 48 000 membres. Vous voyez, ça devient très, très lourd à convoquer si on a vraiment 48 000 membres effectifs. Oui, il y a l'Automobile Club qui a même, je pense, même encore plus que 48 Oui, 000 oui, membres. oui. Voilà. Donc, avant de passer au slide suivant, Andrea, est-ce que tu as une question? Alors oui, nous avons plusieurs questions dans le chat, mais je les ai regroupées par différents points. Donc certaines de vos questions, je les ai bien vues, mais je les traiterai à un autre moment. Par contre, nous avons une question pour la ASBL et les fondations d'intérêt public. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir l'autorisation du ministère de la Justice pour mettre à jour ces statuts? Alors, c'est effectivement une précaution à prendre. Il faut pouvoir montrer, et ça, on aurait pu le mentionner au départ, là, quand on parlait des délais. Oui, il faut en fait normalement soumettre son projet de statut au ministère pour avoir leur feu vert. En pratique, ça va assez vite malgré tout dans les dossiers que j'ai pu voir, mais c'est une précaution à prendre absolument, oui. Par rapport aux membres, qu'en est-il des membres mineurs ou sous tutelle? Peuvent-ils voter lorsque nous votons les statuts, par exemple? Alors là, c'est les règles classiques, hein. Il faut que le représentant légal puisse prendre position. Les mineurs n'ont pas la capacité, sauf à avoir été émancipés par une décision de justice, à pouvoir valablement engager sur ce type de décision. Donc, ils doivent être représentés par le représentant légal, parents souvent d'ailleurs, qui alors peuvent voter et exercer leurs droits. Merci. Merci. Alors, on va peut-être continuer vers la deuxième catégorie de questions qu'on voulait adresser, donc les obligations légales avec lesquelles vos statuts doivent être en conformité. Et on va d'abord parler du conseil d'administration. Oui, là, il y a quelques points. Bon, il y a, je pense, un petit peu de nouveauté, mais rien de révolutionnaire non plus. On a vu que d'abord, par rapport à l'information que je vous relevais tout à l'heure, de savoir que les ASBL pouvaient ne compter que deux membres, on s'est dit que dans une ASBL de deux membres, il n'était pas nécessaire d'avoir trois administrateurs et que dès lors, si tel était le cas, deux administrateurs seraient possibles. Donc ça, c'est une première modalité. Donc pour les toutes petites ASBL, ça permet de réduire le cercle des administrateurs. Autre nouveauté, et qui est importante, maintenant il est clair que peuvent exercer des fonctions d'administrateur des personnes morales. Ça, c'est vraiment maintenant quelque chose qui est clarifié définitivement avec ce nouveau texte de 2023. Et donc, personne physique ou personne morale, sachant que comme pour les sociétés commerciales, s'il s'agit de désigner un administrateur personne morale, il conviendra de désigner un représentant personne physique, représentant permanent de la personne morale. Vous pouvez être membre au nom de l'association pour exercer ses fonctions d'administrateur. Donc tout cela maintenant me paraît bien clair et offre plus de liberté que par le passé. Comme par le passé, le mandat doit être exercé à titre gratuit. Euh, Est-ce que c'était aussi clair que ça dans le passé? Ou alors, je comprends. dans le passé, ça a toujours fait l'objet d'un certain nombre de questions. Je pense que voilà, le mérite maintenant, c'est que c'est très clair, il n'y a plus de débat possible. Euh, Ce qui est important de noter aussi, et ça c'est peut-être dans la pratique ça se voit moins, c'est que le conseil d'administration est une entité collégiale. Et donc, il faut, à mon avis, bien retenir que d'abord, ça suppose en pratique le fait de donner la parole à tout le monde, parce que la responsabilité est collective. Donc, on a vu dans les petites ASBL souvent un président fondateur un petit peu omnipotent. Si vous êtes confronté à ce type de situation, rappelez-lui que vous engagez votre responsabilité personnelle autant que la sienne et que vous avez un mot à dire. Donc, la collégialité des débats est quelque chose d'important. Et aussi, ce qui n'est pas dans la loi, mais qui est de bonne pratique et de bonne gouvernance, surtout au vu des spécificités qui vous sont imposées dorénavant, dont on parlera un petit peu plus tard en matière d'obligations comptables, c'est quand même de veiller à avoir une approche
plus complète et circonstanciée des compétences que l'on met autour de la table. Je crois que l'occasion de cette loi, c'est aussi un rappel au fait que le monde associatif, bien que il est pensé pour pouvoir être accessible évidemment à tout le monde et donner la chance à chacun de se développer dans un projet associatif. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, mais aussi les obligations comptables, il est nécessaire d'avoir au sein de son conseil d'administration des personnes ayant des profils différents et des profils de compétences différents. Un profil financier ou comptable pour pouvoir gérer les problématiques comptables et financières, un profil un petit peu plus juridique pour pouvoir justement gérer ces problèmes de mise à jour de statut et d'assurer la conformité légale de tout au long de la vie de l'association. Et puis, bien sûr, des personnes extrêmement compétentes dans la mise en œuvre des projets et spécialités pour assurer à l'association ou à la fondation le plein exercice de son objet. Mais donc, voilà un petit peu ce qu'il convient de retenir, c'est qu'on voit encore trop souvent des associations de gens pleins de bonne volonté, mais qui sont complètement désarmés par rapport à leurs responsabilités, alors que même parfois, au sein de leurs membres, il y a des personnes, des membres effectifs, qui présentent des profils tout à fait adéquats. Et je crois qu'un petit peu comme dans le monde réglementé, on n'y est pas encore parce que la loi n'a pas imposé cela, mais ce serait de bonne gouvernance pour le conseil d'administration de mettre au calendrier un self-assessment de façon périodique sur sa capacité et sa compétence à pouvoir assumer l'ensemble des questions qu'il convient de traiter à ce niveau-là. Donc ça, c'est des petits trucs que j'aimerais partager avec vous parce que je crois qu'on va vers tout doucement, sûrement, une professionnalisation du monde associatif. Et on est d'ailleurs très étonné, une fois qu'on s'y intéresse un petit peu, de voir l'ampleur à la fois des budgets, des moyens financiers et de la taille d'associations qui emploient des centaines, si pas des milliers de personnes. Donc on se retrouve finalement souvent, enfin pas souvent, mais parce que ces grandes associations sont souvent très bien conseillées et très bien organisées, mais on se trouve avec des normes qui jusque-là étaient d'un niveau beaucoup plus faible que le droit des sociétés, alors que les responsabilités étaient en termes d'enjeux financiers et de salariés absolument équivalentes. D'accord. Andrea, est-ce que tu as des Oui, j'en questions? profite justement pour poser 4 questions qui sont apparues dans le chat par rapport à la responsabilité, à la rémunération. Donc, dans le cadre des ASBL, est-il réellement sain de ne pas rémunérer les administrateurs pour leur mandat? Ne risque-t-on pas, en proposant aucune rémunération, d'entraver la recherche de profils compétents et suffisamment formés? D'ailleurs, la Belgique a adopté sa législation, notamment pour répondre à ce genre de préoccupations. Qu'en pensez-vous? Ben, je pense que dans l'état actuel du droit positif luxembourgeois, ce n'est pas possible, mais que ça fait partie des marges de progression que le texte pourrait vivre, parce que je suis assez d'accord avec votre auditeur ou la personne qui a posé la question, qu'on va vers des obligations de plus en plus grandes qui vous mobilisent de façon certaine et que ce n'est plus simplement 3 minutes tous les 15 jours. Si on veut faire un travail constructif, il faut préparer ses conseils d'administration, il faut connaître ses dossiers, et ce sont des tâches qui prennent du temps. Et donc, forcément, je comprends qu'on souhaite, le cas échéant, monétiser son temps. Mais malheureusement, l'état actuel du droit positif et de cette réforme, cette option n'est pas permise pour les administrateurs. Donc, on est dans un monde qui ne vous donne guère d'espoir à ce jour. Oui, c'est un des points que nous, on voudra discuter lors de la conférence d'après l'été, parce que c'est un point qui revient régulièrement. Et puis, il y a des façons de contourner, c'est de faire ça je l'ai déjà vu, je ne trouve pas ça très bien, de faire des comités spéciaux où les gens sont rémunérés alors par ce biais-là. Et de toute façon, la Alors, question des salariés aussi se pose, je pense, Andrea. oui, alors justement, on a une autre question. Si un administrateur assure d'autres fonctions que celles au sein du CA, par exemple au BEX, ou dans des groupes de travail, peut-il toucher une rémunération quand même? Alors, c'est toujours évidemment très borderline d'un point de vue strictement légal, pour autant qu'on puisse distinguer de façon très claire ce qui relève de la fonction d'administrateur et le travail qui est effectué dans le cadre d'un comité ou d'un contrat de travail. A priori, il n'y a pas d'incompatibilité notoire. Après, ça génère plusieurs types de questions qui sont d'une autre nature. C'est si vous êtes administrateur et salarié,
est-ce que vous êtes salarié réellement? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien de subordination? Parce que le salariat se définit comme étant quelqu'un qui est dans un lien de subordination. Donc ça, c'est une première problématique. Et puis, il y a toute une série de questions qui sont liées à des conflits d'intérêts éventuels entre les fonctions du salarié et celles du conseiller d'administration. Donc, c'est pas interdit, la vérité. C'est de pratiques assez courantes, eux aussi, il faut le dire. Mais est-ce que ça participe d'une saine gouvernance en l'état actuel de cette interdiction de rémunérer un administrateur? Je n'en suis pas personnellement convaincu. J'ai toujours tendance à dire ou à conseiller de dire, écoutez, si vous voulez être salarié ou rémunéré plus exactement, ben écoutez, ne prenez pas les deux casquettes, c'est antinomique et en tout cas dans l'esprit de la loi actuelle, c'est plus source de questions que source d'apaisement. Alors, au Luxembourg, peut-on considérer que la responsabilité des administrateurs d'une ASBL est fondamentalement la même que celle des administrateurs dans le secteur privé? Existe-t-il des différences notables en termes de régime juridique, limites de responsabilité, par exemple? Non, on n'a pas de. En fait, la responsabilité des administrateurs n'a guère changé par l'intermédiaire de cette nouvelle loi. On reste dans un régime qui est fort proche des sociétés de droit commercial. Il n'y a pas eu de révolution copernicienne à cet égard. Et donc, vous avez normalement toujours une responsabilité de l'association en tant que telle, et puis de l'administrateur vis-à-vis de l'association, si effectivement une faute circonstanciée peut être en fait retenue. De manière générale, comme la SBL dispose d'une personnalité juridique, elle est responsable vis-à-vis des tiers et cette responsabilité de la personne morale couvre tous les engagements qui sont pris en son nom, de manière telle à ce que la responsabilité de l'administrateur est relativement peu mise en œuvre, sauf cas de violations flagrantes telles que des excès de pouvoir. En fait, il y a une litanie de fautes personnelles qui pourraient être retenues, mais il faut un caractère de faute intentionnelle ou de faute grave pour qu'une responsabilité personnelle puisse être retenue. Je vous renvoie à l'article 10 de la loi sur les sociétés commerciales qui n'a pas connu de modification, si ce n'est son troisième alinéa qui prévoit simplement, parce qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être, il y a une possibilité de délégation de la gestion journalière qui est plus claire, qui a étendu le régime de la responsabilité des administrateurs à la personne qui se verrait déléguer la gestion journalière. Mais en dehors de cette petite modification, le régime reste identique à celui qui prévalait avant l'adoption de cette nouvelle loi. Nous avons une dernière question en lien avec ce sujet. Donc, est-il possible de coopter de nouveaux administrateurs en cas de vacance de poste? Alors ça, c'était une excellente question et je remercie celui qui l'a posée parce que c'est une des souffrances pour le professionnel qui a pris connaissance de la réforme. C'est un oubli un peu malheureux parce qu'on aurait aimé que cette réforme puisse effectivement, dans son texte, ouvrir un champ des possibles pour la cooptation. Alors ça ne veut pas dire que la cooptation est interdite. Moi, je participe au courant doctrinal qui consiste à dire que si elle est prévue statutairement, ces statuts s'imposent. Donc, je recommande dans la mise en œuvre de cette refonte des statuts de prévoir un petit paragraphe sur la cooptation parce qu'il est très lourd de devoir convoquer, surtout si on est dans une grande ASBL ou dans une ASBL avec beaucoup de membres, il est très lourd de devoir reconvoquer un conseiller d'administration en cas de démission ou de décès d'ailleurs ou le cas échéant même de révocation d'un administrateur, c'est un processus assez lourd, alors qu'il est tellement plus simple de coopter l'administrateur jusqu'à l'Assemblée générale suivante, qui, elle, ratifiera ou non le choix auquel le conseil d'administration se sera rangé pour faire face à cette défection. Cooptation, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que si en cours d'année ou en cours de mandat, un administrateur démissionne, le conseil d'administration peut nommer un autre administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale. Ça existe dans le milieu des sociétés commerciales, mais donc ce n'est pas prévu dans la loi sur les ASBL. Dans l'intérêt de l'horloge, on va continuer et parler de l'assemblée générale. Oui, là, je pense que, il y a des règles qui sont... bon, c'est toujours une question de conformité par rapport à vos obligations légales. Il n'y a rien de réellement majeur qui soit maintenant imposé par la nouvelle loi en matière d'Assemblée générale. Je pense qu'on peut passer assez rapidement sur ce slide-là. Il y a, il y a rien de particulier, en fait. D'accord, donc on peut parler
des clauses optionnelles, donc. Oui, ça me paraît plus intéressant puisque c'est à votre bon cœur, je dirais. Aucune obligation légale ne s'impose à vous, mais ce sont des points de réflexion. Alors, je n'ai pas fait une énumération complète, mais j'ai pris les plus importants pour l'objectif du e-chat d'aujourd'hui. Donc, c'est, et je vous l'ai dit à suffisance, je pense, de bien penser à l'organisation d'un statut de membre adhérent et de revoir un petit peu la balance à trouver, l'équilibre à trouver entre membres effectifs d'une part et membres adhérents d'autre part. Bien qualifier les droits auxquels ces membres adhérents, bien qualifier les droits qui seraient consentis à ces droits, à ces membres adhérents. Je pense que, notamment si on a à faire face à des donateurs, un petit reporting serait fort utile parce qu'on est dans une ère de transparence et améliorer la transparence, à mon avis, peut concourir à faciliter la perception de dons. Deuxièmement, donner un pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs. Je crois que en pratique, là aussi, les délégations de pouvoir sont parfois pas gérées ou mal anticipées, de sorte qu'il faut souvent réunir l'ensemble du conseil d'administration. Vous savez et que dans la nouvelle loi, il est prévu que pour autant qu'il y ait un cas d'urgence, il est possible de prendre des résolutions au niveau du conseil d'administration sous la réserve expresse qu'elles soient prises à l'unanimité de manière circulaire. C'est un mode exceptionnel de prise de résolution. Cela étant, c'est beaucoup plus simple de pouvoir désigner des personnes pour des tâches spécifiques dans le cadre de pouvoir de représentation. Et ça permet aussi d'identifier clairement les responsabilités individuelles des uns par rapport aux autres. Donc ça, c'est une option à considérer certainement. Euh, la gestion journalière, c'est clair que là aussi, il faut peut-être profiter de cette opportunité pour voir si la gestion journalière, qui la réalise, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux l'encadrer et en déterminer un certain nombre de règles. Donc ça, c'est maintenant une option qui vous est possible et que la loi encadre beaucoup mieux que par le passé. Donc le consentement circulaire, on vient d'en parler, donc c'est en cas d'exception, c'est vraiment dans des circonstances exceptionnelles. Alors il y a une forme d'incertitude qui consiste à savoir quand est-ce qu'il y a des circonstances exceptionnelles. On n'a pas de jurisprudence à l'heure d'aujourd'hui, mais j'imagine qu'on en aura dans les mois et plutôt dans les années à venir. Et puis, mesure de modernisation que la réforme emporte, c'est la participation possible par visioconférence des membres à l'Assemblée générale. Ça, je crois que c'est un progrès majeur. Euh, c'est une option, ce n'est pas une obligation, mais la loi le prévoit explicitement. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pense que si votre souhait sincère est de permettre à chacun de suivre les travaux et le rapport du conseil d'administration, ce serait de bonne pratique de pouvoir inclure dans vos statuts la possibilité de recourir à la visioconférence et dès lors vous aurez l'idée de cette. Et d'ailleurs, pour le conseil d'administration, la loi prévoit aussi la possibilité de participer par visioconférence, sauf si les statuts l'interdisent. C'est bien ça. C'est toujours ça, oui, absolument, absolument. Donc là, ce sont des options que vous avez à disposition. Je pense que c'est le mérite de la loi que d'avoir pris en considération l'évolution technologique et d'avoir donné un cadre juridique sécurisant pour procéder à distance. Merci. Andrea, est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur ces sujets? Pas de questions pour le moment sur ces sujets. Merci beaucoup. Alors, on peut passer au slide suivant. Donc, pour l'adoption des modifications statutaires, il n'y a pas vraiment de changement. Non, il n'y a rien qui a changé, absolument pas de changement particulier. Les majorités sont toujours les mêmes. Il y a une procédure de convocation, des délais de convocation usuels, et puis cette faculté que je vous signalais en début d'entretien qui était pour les statuts dont la modification ne porterait que sur la référence à la nouvelle loi en lieu et place de l'ancienne, la faculté qui est de pouvoir le faire via le conseil d'administration avec dispense de convoquer une assemblée générale. Et donc, c'est un toilettage de texte très court qui n'emporte pas beaucoup d'obligations. Et une fois qu'on a changé ces statuts, il faut les déposer au registre de commerce. Donc, on a déjà eu toute une session avec une représentante
du registre de commerce sur le sujet. Donc, on peut passer assez rapidement, mais quand même juste pour rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, et puis le slide suivant en fait état, il faut juste garder comme point d'attention les nouveautés que la loi permet et dès lors vérifier que lorsque vous déposez les statuts, vous ayez à cœur de regarder si le délégué à la gestion journalière est bien enregistré. S'il y a le représentant, si un de vos administrateurs est une personne morale, de bien veiller à ce qu'un représentant permanent, personne physique, soit aussi renseigné. On verra dans quelques secondes les obligations comptables, mais si effectivement vous tombez sous l'obligation d'avoir un contrôle externe de votre comptabilité par un réviseur d'entreprise agréé, c'est une mention spécifique qu'il faudra veiller aussi à renseigner au registre de commerce. Ensuite, s'il y a une suspension éventuelle d'un mandat d'administrateur, ça, c'est en général pas à l'initiative de la SBL elle-même, c'est surtout pour les SBL et les fondations. Ça peut être, vous savez qu'il y aura dans le cadre de la nouvelle loi un contrôle d'honorabilité qui sera diligenté par les ministères. Et donc, si d'aventure, il n'y a pas de suite qui serait donnée par la SBL ou la fondation concernée à une notification de ce qu'un de vos administrateurs ne présente plus les conditions d'honorabilité, le ministère a la possibilité de suspendre lui-même par inscription au registre de commerce le mandat d'administrateur concerné. Et ensuite, effectivement, il faut idéalement faire une publication intégrale des actes de modification des statuts, suivi, si vous le faites de cette manière-là, d'un dépôt d'une version coordonnée des statuts. N'est publié que la mention du dépôt des statuts coordonnés, pas les statuts coordonnés dans leur intégralité. Et je vous rappelle qu'il y a malheureusement, pour le non-respect de ces obligations, des sanctions qui sont prévues par le texte. C'est une nouveauté d'ailleurs dans la loi nouvelle, et qu'il y a des sanctions. Alors ici, c'est des sanctions qui viennent de la loi sur le registre de commerce, mais j'en profite pour vous signaler que le législateur a mis un accent particulier sur le volet pénal, puisque dans la loi de 1928, il n'y avait aucune disposition de droit pénal. Ici, dans la loi de 2023, il y a deux dispositions qui ont été insérées, l'une qui vise à réprimer l'usage non fondé du terme fondation, et l'autre qui vient rappeler que quiconque fera un usage inapproprié des biens de la fondation et en particulier un usage personnel sera passible de l'équivalent d'un abus de biens sociaux, mais appliqué aux ASBL et passible d'amende ou de peine de prison. Donc je crois que vous voyez aussi que le législateur entend, avant tout autre progrès, montrer que voilà, on va vers une professionnalisation, mais aussi un cadre plus restrictif. Il s'est aperçu que effectivement des montants importants sont gérés dans le cadre associatif et qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse s'approprier ces moyens. Souvent, d'ailleurs, ce sont des moyens publics parce que bon nombre vivent de financement et de subventions de manière indolore. C'était un rappel qui n'était pas nécessaire, à vrai dire, puisque le code pénal s'appliquait déjà sur ces dispositions. Ça ne voulait pas dire qu'avant, il était possible de s'approprier du tout les moyens financiers de vos associations, de vos fondations sans conséquence. Mais voilà en tout cas un signal fort qui a été lancé par le législateur. Merci, il nous reste 10 minutes pour parler de comptabilité, mais avant, Andrea, est-ce qu'il y a encore des Oui, questions? alors il y a trois questions. Donc, si le délégué à la gestion journalière travaille en freelance, est-ce qu'il doit être enregistré au LBR? Alors, peu importe, oui, absolument. À partir du moment où la délégation à la gestion journalière, peu importe la qualité, il faut que les tiers puissent comprendre quels sont les pouvoirs qui ont été délégués à cette personne. Et la publication est effectivement requise, quel que soit le statut de bénévole, de freelance, de co-contractant, peu importe. Il faut que ça soit enregistré, oui. Alors, notre comptable nous a informé qu'il faut vérifier les matricules des administrateurs. Apparemment, il y aurait un délai. Comment pourrions-nous obtenir les informations sur ce qu'il faut vérifier, conformément au Alors, registre? chaque administrateur, depuis un texte récent et une obligation apparue en novembre 2024, qu'il soit d'ailleurs administrateur de SBL ou non, étranger ou résident, doit obtenir un numéro de matricule. Donc là, je vous invite à vous rapprocher d'aller sur le site du registre de commerce. C'est très très bien fait. Vous trouverez des pages qui vous renseigneront sur les démarches à opérer. Ce n'est pas très compliqué. Il y a un certain nombre de documents à demander et vous verrez attribuer un numéro de matricule sans lequel il est effectivement impossible aujourd'hui de vous enregistrer comme administrateur d'une ASBL ou d'une fondation. Chaque administrateur doit être enregistré avec ce numéro. Donc, c'est une question très pertinente et c'est une nouveauté
qui n'est pas directement connecté à la loi sur les ASBL et les fondations, mais plutôt à la loi sur le registre de commerce. Et donc, c'est le numéro de sécurité sociale pour ceux qui ont un numéro de sécurité sociale. Par contre, pour ceux qui n'ont pas ce numéro, par exemple, parce qu'ils vivent à l'étranger, ils ne travaillent pas à Luxembourg, là, il y a une procédure à suivre qui va devenir d'ailleurs payante dans quelques mois. Donc, autant faire ça rapidement pour avoir son numéro. Il y a copie carte d'identité, des choses à remettre. Il y a tout ça sur le site. Absolument, c'est rien de compliqué, mais ça prend un peu de temps. Mhm. Alors, le registre nous a demandé d'énumérer les droits du délégué dans nos statuts. Est-ce que vous avez une proposition de texte pour une telle liste de droits? Alors, on a des propositions, mais il faut rencontrer les spécificités de l'association et voir vraiment ce qu'on entend déléguer à la personne en question. Mais bien entendu il y a un inventaire possible des missions à lui donner. La gestion journalière est chaque fois fonction des objectifs de l'association et de son statut. Pour une association qui a beaucoup de salariés, la gestion journalière pourrait être la gestion des ressources humaines, alors que pour une ASBL qui n'a pas de salariés, la gestion journalière n'emporterait pas, par exemple, l'engagement d'un salarié. Donc, vous voyez, il n'y a pas une cote bien taillée qui va de façon identique pouvoir s'appliquer à toutes les associations, mais on peut volontiers aider quiconque aura cette question à résoudre. Il y a une dernière question sur le LBR. Donc, c'est un retour qu'une personne a eu du RCS sur le fait de joindre un document par rapport à l'indication des conditions de cession des fonctions et de révocation des membres de l'organe de gestion. De quel document parle-t-on ici? Alors, je ne sais pas juger le cas particulier. Normalement, ces conditions doivent être inscrites dans les statuts. Donc, dans la mesure où vous faites une refonte des statuts, les statuts doivent prévoir, et c'est une obligation. Alors, ça peut être très sibyllin, mais il faut effectivement parler des modes de nomination et des modes de révocation. Ça doit être inclus dans les statuts. Alors, est-ce que c'est parce que les statuts n'étaient pas suffisamment précis ou ne faisaient pas référence à ce mode ce mode de nomination ou de révocation? Je ne peux pas me prononcer sur le cas particulier, mais je me tiens à la disposition de cette personne pour regarder plus concrètement son cas d'espèce. Très bien, donc on va encore vite parler un peu de comptabilité parce que là aussi, donc, il y a des nouveautés. Il y a les petites ASBL, les moyennes ASBL, les grandes ASBL et les ASBL d'utilité publique, respectivement, les fondations. Oui, je pense que ça, c'est une nouveauté très importante puisqu'il n'y avait pas jusque-là de précision. Chacun avait une certaine forme de liberté. Là maintenant, et ça d'ailleurs, ce sont des dispositions qui ont fait l'objet de longs débats parce que au départ, on avait pensé soumettre toutes les ASBL aux mêmes obligations et on s'est très vite rendu compte au niveau des législateurs que ça pouvait alors devenir un frein à la vie associative et à l'élan associatif, ce qui n'était pas effectivement l'objectif du législateur. Donc, assez logiquement, je pense, on est arrivé à une cote qui est bien taillée, dans le sens où on a décidé de trouver une faculté d'adaptation par rapport à la taille et aux enjeux financiers qui sont gérés dans le monde associatif. Et dès lors, on a distingué 4 types d'associations en fonction de critères qu'on va passer rapidement en revue. Alors, pour les petites ASBL, c'est une comptabilité de caisse toute simple, c'est débit-crédit. Il n'y a rien de très compliqué. C'est vraiment la façon la plus light de pouvoir faire une comptabilité, colonne de gauche et colonne de droite, les plus et les moins. Alors, sont considérés comme petites ASBL, et c'est là où je vous laisse lire les critères, peut-être vous donner quelques explications sur leur implication pratique, puisqu'on avait occasion à parler de façon pratique. Par personnel salarié, 3 personnes, on entend 3 équivalents temps plein. Temps plein, c'est 40 heures par semaine. Et c'est un peu plus compliqué que cela parce qu'en fait, c'est 3 employés temps plein en moyenne sur l'année. Donc, il faut prendre le nombre d'employés temps plein au début d'année, le nombre d'employés temps plein à la fin de l'exercice social, faire la moyenne. Et si vous êtes au-dessus de 3, à partir de ce moment-là, vous êtes au-dessus de 3, vous n'êtes plus une petite ASBL. Alors, ça, c'est une question qu'on a aussi souvent. Est-ce que les travailleurs bénévoles, est-ce que les travailleurs intérimaires ou le personnel extérieur éventuellement mis à disposition de l'association est à compter au titre
des emplois à temps plein? La réponse est non. C'est seulement les personnes qui sont liées par un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée, qui sont à embrasser sous le concept de salarié au sens de la nouvelle loi. Donc j'espère que c'est clair parce qu'il y a un petit calcul à faire, mais c'est rien de très difficile. Mais il faut bien d'abord convertir les temps partiels en temps plein, faire des additions, faire la moyenne et alors vous vérifiez si ce critère-là est rempli. Pour rappel, pour que les critères de taille jouent et vous fassent passer d'une catégorie à l'autre, il faut que 2 critères sur les 3 qui sont mentionnés là soient dépassés, hein. Donc ça, c'est, j'espère, bien clair. C'était sur le slide précédent, mais vu le temps qui nous est imparti, là, vous voyez les 6 critères de taille. C'est les 3 critères dans la partie gauche en dessous, nombre de salariés, total des revenus et total des actifs. Et il faut d'ailleurs les dépasser 2 années de suite pour passer d'une catégorie à l'autre. On peut revenir peut-être sur le slide parce que je voudrais donner encore 2 éléments d'explication. Le slide suivant, merci. 2 éléments d'explication parce que j'ai beaucoup de questions sur les 2 points suivants, donc sur ces critères. Qu'entend-on par total revenu? Donc, en tout cas, les total revenus, c'est quoi? C'est l'ensemble des cotisations reçues par les membres. Ça, c'est déjà très clair. Ce sont toutes les recettes courantes dans le cadre des activités de l'association. Vous faites une tombola, c'est les recettes que vous encaissez. C'est donc l'organisation d'événements. C'est aussi toutes les subventions reçues, hors subventions d'investissement. Donc ça, c'est un petit peu la contrainte. Donc, c'est toutes les subventions, sauf celles d'investissement. Ce sont aussi tous les dons reçus. Et ensuite, les intérêts reçus, si vous faites des placements de trésorerie, hein, si vous mettez un compte à terme et que vous percevez des intérêts, les intérêts sont à inclure dans le total des revenus. Par souci de clarté, qu'est-ce qui finalement n'est pas considéré comme revenu? Ce sont les recettes liées à un bien d'investissement. Vous vendez l'immeuble dans lequel l'association est installée, il vous appartient, mais le produit de la vente n'est pas considéré comme un revenu. C'est un bien d'investissement et donc il est exclu. Toutes les recettes liées à l'octroi d'un financement pour un bien d'investissement est également à exclure. Et ensuite, tout ce qui est emprunt bancaire, si vous allez faire un emprunt pour quelque raison que ce soit, ben, ce n'est pas un revenu, c'est une dette, et dès lors, c'est à exclure du calcul. Donc, ce n'est pas si simple que cela. Il faut un petit peu regarder de plus près la totalité de ce poste. Et ensuite, par total des actifs, là, on a aussi, pour les autres types d'associations, quand on est en comptabilité partie double, le total bilan est quelque chose de facile à déterminer puisque l'organisation comptable vous oblige à avoir un total bilan. La difficulté qu'on relève pour les associations de petite taille, c'est que dans une comptabilité de recettes-dépenses, il n'y a pas de total bilan. Donc, vous devez procéder à un calcul. Et là, on a effectivement aussi un nombre de questions très, très important. Alors, je vais être très rapide, mais qu'est-ce qui est à mettre en œuvre? C'est tout ce qui est avoir en caisse, ça c'est facile, c'est dans votre colonne plus. C'est les avoirs en banque, ça c'est facile également. C'est les éventuelles créances à recevoir. Si vous attendez de l'argent, vous ne l'avez pas encore reçu, mais vous pouvez déjà... et ça c'est un peu compliqué parce que dans les créances à recevoir, dans une comptabilité de caisse, en principe, vous ne les comptabilisez pas puisque l'argent n'est pas arrivé. Mais si vous savez que vous avez une subvention qui va tomber à la fin du mois et que vous êtes en fin d'exercice, ben, vous devez compter cette subvention qui n'est pas encore reçue et qui n'est pas dans votre comptabilité recettes-dépenses comme faisant partie du total de vos actifs. Ensuite, c'est les stocks si vous avez du stock, c'est le matériel de bureau, le mobilier, les biens immobiliers. Donc ça fait partie du total bilan cette fois-ci. Et en général, tout autre bien c'est la propriété de l'association. Et on exclut tout ce qui est dépenses. Donc, tout ce que vous faites comme petites dépenses, c'est le petit matériel, les consommables, ça ne fait pas partie du total bilan pour une structure qui est dans le régime recettes-dépenses. Donc, vous voyez, petit ASBL, ça a l'air plus simple et au final, c'est plus compliqué. Donc, il faut un petit peu de connaissances et raison pour laquelle je me permets d'insister sur le fait que la personne qui devrait être désignée trésorier ou trésorière
se doit d'avoir quand même un minimum de connaissances comptables. Alors, c'est pas, c'est pas rocket science non plus, hein, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut malgré tout être un petit peu précis dans les calculs. Que dire d'autre ici? Bon, Peut-être juste le nombre de membres défini par tranche. J'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça alors, veut dire défini par... Alors oui, c'était une question qui était revenue de façon itérative, parce qu'on n'a pas des tranches de membres, effectivement. Non, en fait, la volonté de la loi a été précisée maintenant, et c'est peut-être l'élément de nouveauté, et j'en conclurai peut-être par là, pour pouvoir encore adresser une autre question et rester dans le délai imparti. Mais nombre de tranches, c'est qu'en fait, la loi, dans l'annexe comptable, et d'ailleurs c'est à ce sujet, je vous conseille de regarder votre Légilux parce qu'en fait, il y a un règlement grand-ducal tout frais du 17 février 2025 qui est venu donner la forme de l'annexe et donc des documents comptables annuels qu'il vous faut produire. Et ce sont des tableaux bien faits qui vont vous simplifier la vie, c'est tout récent, et qui définit aussi ce qu'il y a lieu d'entendre par membre défini par tranche. C'est simplement que vous devez donner le nombre de vos membres, mais pas de façon précise, parce qu'on trouvait que c'était attentatoire à la vie associative, mais par tranche. C'est-à-dire, vous devez renseigner vos membres. Est-ce que vous avez jusqu'à 10 membres, de 11 à 50 membres, de 51 à 100 membres, 101 à 500 membres, ou plus de 500 membres? Ce sont les catégories, ça c'est ce qu'ils appellent les tranches de membres, et vous devez juste mettre une croix dans la bonne case. Euh, donc voilà, pour le reste, vous avez Est-ce vu que, que... Oui, est-ce que dis-moi. vous pouvez aussi revenir sur comment présenter le pourcentage des dépenses des transferts de fonds vers les autres pays? Alors ça c'est aussi, ça demande un peu de technicité, je suis d'accord. Moi ce que je vous invite à faire, c'est à regarder sur le site myasbl.lu, qui est un site qui a été fait à l'occasion de la réforme de la loi. Il y a un guide qui porte le nom de guide comptable de la petite association, qui date de septembre 2023 et qui répond à l'ensemble de ces questions. Et bien que son titre soit petite association, pour toutes ces définitions qui sont communes indépendamment de la taille des associations, vous allez trouver exactement ce qu'il y a lieu de comprendre par ces obligations de définition. En fait, cette obligation de transfert des fonds résulte de la volonté du législateur d'être en compliance totale avec les obligations du GAFI et de la recommandation 8 du GAFI qui consiste à assurer une certaine forme de surveillance des mouvements de fonds dans le milieu associatif. Et donc, la loi a pris cette opportunité de se mettre en ordre de marche et d'assurer une certaine forme de surveillance. Et donc là, vous allez voir que, en fait, ce qui les intéresse, c'est l'ensemble des mouvements bancaires que vous allez diriger vers des pays étrangers, sachant que ne sont pas visés en principe les petits montants, sauf si ces petits montants ont une récurrence certaine. Donc, il y a toute une technicité là qu'on vient de regarder, mais je vous dis, vous trouverez toutes les informations dans ce petit guide. C'est assez pratique et assez bien fait. Et je pense qu'aujourd'hui, ce point est moins mystérieux qu'il n'y paraît. Est-ce Euh, que ce guide s'applique aussi aux mutuelles? Elles sont soumises aux mêmes obligations? alors, les mutuelles, ça dépend. En fait, le statut de mutuelle, il faut regarder le statut juridique sur le... Mutuelles non lucratives, pardon. Oui, est-ce que c'est une ASBL ou pas? Exactement. Mais si elle Oui, à répond... but non lucratif. Voilà, exactement. Oui, Si mais bon. elles sont sous l'empire de cette loi, incontestablement, ça s'applique à elles également. Il y aura certainement beaucoup d'encre que cela va faire couler. Il y a toujours évidemment des interprétations possibles. Mais le but du jeu, c'est vraiment de vérifier où part l'argent, vers quel pays. Et il faut comprendre la volonté du législateur de savoir finalement si oui ou non votre association est en phase ou en relation avec des pays qui sont listés comme particulièrement peu recommandables ou susceptibles, en tout cas, d'être impliqués dans des financements. Parce qu'en fait, ce qui est ici à l'œuvre, c'est surtout le financement contre le terrorisme, en fait. Il y a évidemment le blanchiment d'argent provenant du trafic de la drogue, mais c'est moins la préoccupation du législateur quand il s'agit d'apercevoir le monde associatif. C'est surtout la lutte contre le financement du terrorisme. Et donc, c'est dans cet esprit-là que ces transferts de fonds sont demandés.
parce qu'il n'est pas impossible qu'effectivement, si vous travaillez avec des pays fort exposés, les autorités compétentes en matière de lutte contre le financement du terrorisme s'intéressent un petit peu plus à ces mouvements de fonds et vous demandent peut-être, vous posent un jour des questions pour assurer que ces mouvements de fonds interviennent bien dans un cadre totalement légal et associatif. Alors, il est malheureusement 10 heures. Je sens que, surtout sur les aspects comptables, on n'a peut-être pas encore totalement fait le tour, donc on va peut-être réfléchir à faire un coffee chat spécial comptabilité des ASBL. Oui, Je pense qu'il oui. y a encore beaucoup de choses à dire. Peut-être juste, Manon, si tu peux nous montrer le slide 14, la conclusion, voilà, merci. Donc, ce qu'on recommande, c'est vous faites une gap en bon anglais, vous faites une gap analysis, vous voyez où vous en êtes par rapport à ce qu'il faut faire, vous incorporez les modifications statutaires et les best practices, et après, vous gardez un œil pour les années à venir sur votre conformité. C'est ça ce qu'on peut recommander, Bernard. Absolument, ça c'est ma recommandation. Je crois que la réforme est un point, mais c'est un point de départ et c'est pas un point d'arrêt. C'est un process continu. Vous l'avez compris, on prend de plus en plus de mesures qui concernent le monde associatif et on les contrôlera immanquablement de plus en plus. Et je crois que dans l'esprit du public et dans l'esprit des donateurs, on conseille pas mal de donateurs également. On voit que ces questions de transparence, ces questions de bonne gouvernance et ces questions de saine administration sont très relevantes et sont des critères décisifs pour convaincre un donateur de financer telle ou telle association, telle ou telle fondation. Donc, je crois que voilà, le travail juridique, malheureusement, ne s'arrête pas à l'adoption de nouveaux statuts. Il faut les faire vivre, il faut les respecter. Et ce serait pas mal d'avoir au sein du conseil d'administration quelqu'un qui a plus exactement cette compétence de pouvoir éclairer le conseil d'administration sur la compliance au statut tout au long de la vie de l'association ou de la fondation. Alors, pour ceux qui sont vraiment férus de droit sur les ASPL, il existe un ouvrage, Le nouveau droit des ASPL au Luxembourg, paru aux éditions Larcier, où un certain Bernard Felten a également contribué, n'est-ce pas? Et donc, c'est fait avec l'Université de Luxembourg, ça coûte 75 € et on peut le commander par Internet. Petite pub, mais l'ouvrage est vraiment bien fait. Merci beaucoup. Je suis désolé, déjà 10h03. Merci beaucoup à tout le monde, Maître Felton, Andrea, pour les questions du public de la FEDAS, Manon, et à vous tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Et donc, à la prochaine. Merci. Au revoir. Un tout grand Merci merci. beaucoup. Au Merci, au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au Merci revoir. à tous, au revoir.